X. Allez, messieurs, on en vient à présent au second sujet en débat. Il s'agit bien sûr de cette conférence des forces vives de la nation de février 1990, 35 ans que cela s'est ouvert au PLM Alédio de Cotonou. On va écouter un extrait donc poignant du discours du rapporteur général de cette conférence nationale. Il s'agit donc de Albert Théo-Edré, aujourd'hui de regretter mémoire. La nuit s'est dissipée et que l'aube nouvelle rayonne. Au travail, mes amis, nous avons vaincu la fatalité. Docteur Jacques Odio, est-ce que nous avons effectivement vaincu aujourd'hui la fatalité? Complètement, oui. Nous avons vaincu la fatalité. Nous avons vaincu la fatalité. Et, Monsieur Amégan, je suis d'un positivisme extraordinaire. Parce que quand on a vu tout ce qui a précédé cette conférence, cette historique conférence, quand on a vu la sagacité des acteurs de cette conférence, quand on a vu le niveau de responsabilité de tous ceux qui ont été les principaux acteurs de cette conférence, c'est vrai, vous venez de nous faire écouter un extrait du professeur Albert Théo-Edré, mais je voudrais saluer également les mémoires de Monseigneur Isidore de Souza et du président Mathieu Kérékou. Il faut dire que tous les acteurs de cette conférence étaient des envoyés pour sauver notre peuple. Parce que cette conférence a été un tournant décisif. Et vaincre la fatalité, c'était quoi ? Vaincre la fatalité, c'était faire en sorte que les libertés individuelles soient promues. Vaincre la fatalité, c'est tout ce que nous avons hérité de cette conférence nationale. Nous avons un héritage immatériel de cette conférence, un héritage dont ne peut se prévaloir aucun régime, aucun système, aucun parti politique. C'est un héritage du Bénin, c'est un héritage pour nous tous. Et cet héritage est constitué essentiellement de quoi? De respect des libertés individuelles, de la paix sociale. Nous avons reçu la paix à travers cette conférence et nous avons reçu l'unité nationale à travers cette conférence. Et enfin, nous avons reçu le socle du développement. Maintenant que cela puisse s'être passé après d'une façon ou d'une autre, moi je voudrais dire que tous les dirigeants, tous les responsables qui se sont succédés après cela sont restés dans cette droite ligne et jusqu'à ce jour, on est en train de bénéficier de cet héritage qui, je le répète, est un héritage immatériel de cette conférence des forces vives de la nation. Les jeunes, les plus jeunes n'ont pas vécu toutes les émotions que nous avions vécues à l'époque. Nous, on était très jeunes, mais quand on se collait au transistor pour suivre les débats, pour entendre ceci et cela, on se précipitait pour aller suivre cela avec beaucoup d'intérêt, mais surtout avec un nœud dans la gorge. Parce qu'on se demandait, mais tout ce qui se disait là, c'était beau. Mais est-ce que ça allait se réaliser? Il y avait une forme de crainte. De crainte, mais terrible dans nos cœurs, dans nos petits cœurs, j'allais dire. Mais heureusement, cela a abouti et a créé cette belle transition démocratique et que nous vivons et dont nous jouissons aujourd'hui. Merci à tous nos pères de la conférence. Tous ceux qui sont décédés, hommage à leur mémoire, et tous ceux qui sont encore vivants, nous devrions les chouchouter, nous devrions les garder comme des trésors. Très bien. Alors Francis Olo Jatadié, la conférence nationale est une invention béninoise dans un moment charnière, j'allais dire, où le Bénin était plongé comme dans une impasse à la fin des années 80, 88, 89, 2 années qui ont été très difficiles, marquées par des mouvements de protestation. Les Béninois descendus dans les rues pour exprimer le ras-le-bol vis-à-vis d'un régime presque finissant qui n'avait vraiment plus les clés ou les cartes en main. Il y a eu cette illumination de convoquer des assises nationales. 35 ans après, le mot ou le groupe de mots assises nationales revient encore sur les lèvres de pas mal de personnes. Il faut convoquer des assises nationales, il faut...
Est-ce qu'il y a lieu de convoquer aujourd'hui d'autres assises nationales, M. Attadi? D'abord, je veux rappeler que la conférence nationale, en fait, c'est une contribution africaine à la théorie de la démocratisation. Et il faut dire que sa conférence nationale, les assises qui ont été organisées au Bénin sont venues avant la conférence de la Baule de juin 90. Et le Bénin a permis d'impacter, à travers ces assises, à impacter plusieurs pays. Absolument. Je crois que ces conférences qui sont tenues au Bénin, et au Mali, et dans d'autres pays, au Togo, et même au Congo. Mais oui, comme dirait Banegas, dans La démocratie n'a pas compté, illustre en fait une quête de légitimité, de refondation des États. Et on peut se réjouir de ce que cette conférence a servi de rampe de lancement du Bénin sur la scène internationale. Le Bénin est devenu des baromètres des grands changements intervenus sur le continent africain. La démocratie, l'option qui a été faite par le Bénin, parce que nous avions désormais fait dos au monolithisme politique, parce que la conférence a mis à sonner le glas du monolithisme politique. On avait un parti unique. Maintenant, on a fait l'option du multipartisme intégral. Nous étions dans une économie planifiée, économie socialiste. Nous sommes passés à l'économie libérale. Nous étions dans la négation des droits de l'homme, violation systématique, traitement inhumain dégradant, mais nous sommes passés cette fois-ci au respect et à la promotion des droits de la personne humaine. On a fait aussi la promotion des médias. Donc, il y a une libéralisation de l'espace audiovisuel. Donc, je crois qu'évidemment que cette conférence, non seulement que ça valorise l'état de droit, mais ça a permis de faire un tournant. Nous sommes passés de la dictature à la démocratie sans effusion de sang. C'est en cela que ces assises, qui sont tenues du lundi 19 au mercredi 28 février, et qui ont réuni 520 délégués, ont été un moment important. Et ça, il faut saluer la mémoire de tous ceux qui ont contribué à cela, à titre posthume et à titre anthume, ceux qui vivent et ceux qui sont partis. Maintenant, pourquoi aujourd'hui, je crois 35 ans après, il se sûr qu'il faut aller encore aux assises. Lorsqu'on interroge en fait la dynamique que nous avions connue de 91 à aujourd'hui, en fait à 2021, si je prends les élections présidentielles, parce qu'il faut faire le point, l'état des réformes, mais aussi la dynamique électorale. On a constaté que le Bénin a organisé avec régularité les élections, avec des alternances au pouvoir. Ça veut dire qu'au plan de la démocratie, il y a quand même eu des avancées. Puisque avant 90, c'était un parti unique qui avait le monopole. Donc il n'y avait pas d'alternance. Les élections étaient sans enjeu, même si en 1977, on a opté pour en fait, la loi fondamentale qui a permis de mettre en place une Assemblée nationale révolutionnaire. Bon, on savait ce qui se passait. Mais on peut se réjouir que nous avions mis en place en chantier une dynamique démocratique qui, quoi qu'on dise, est contraire à la gouvernance autoritaire qu'on a connue par le passé. Au plan économique, je crois qu'il y a des mutations significatives qui s'opèrent. Il y a une transformation structurelle qu'il faut saluer. Même si on a dit que en fait, les performances ne sont pas toujours au rendez-vous. Puisque quelqu'un a dit, en fait, un président a dit que si on a gagné au niveau du renouveau politique, il faut aller au renouveau économique. Et à l'époque, il avait dit que lui, il était prêt à aller à la dictature du développement. Mais aujourd'hui, je crois que même si vous avez un véhicule neuf, après un certain nombre de kilométrages, il faut faire la vidange. Après 2016, je crois que le président Talon est venu et a opté pour la vidange, c'est-à-dire des réformes qui ont des conséquences immédiates fâcheuses, mais des retombées positives durables. Et nous y sommes. Je crois qu'au niveau des réformes, il y a quelques controverses. Il faut évidemment que les acteurs politiques appellent à un dialogue. Ils appellent ça assise nationale. Sur la sémantique, je n'ai pas de problème. Mais est-ce que le contexte est le même? Justement. Le contexte n'est pas le même. Aujourd'hui, en fait, nous étions, vous avez dit que 1989, c'était des années de cessation, de paiement, de débrayage, de mouvements tous azimuts. De chaos, on va le dire. Bon, alors, oui, chaos, oui, c'est vrai, ben, écoutez, aujourd'hui... Ah ouais, c'est vrai. Mais oui, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est qu'il y a des incompréhensions au niveau de la mise en œuvre de certaines réformes. Bon, ça, dans un dialogue entre acteurs politiques, ça peut se régler. D'accord. Et il faut dire en fait qu'il y a, au-delà de tout ce qu'on dit, il faut reconnaître qu'il y a quand même des préoccupations qui émergent. Certains acteurs se demandent si l'alternance politique est un dogme obligatoire pour le bon fonctionnement de la démocratie.
Vous avez vu que la Cour constitutionnelle a été saisie par plusieurs requêtes. Plusieurs requêtes. On va revenir tout à l'heure. On va revenir tout à l'heure, Francis. Oui. C'est dans le conducteur donc, de cette émission. Alors, Jacques, Richard Kodjo, il y a aujourd'hui beaucoup d'acteurs, notamment de l'opposition, donc qui pointent du doigt un resserrement de l'étau vis-à-vis de la démocratie. Est-ce que c'est votre point de vue? Pas du tout. Pas du tout. Et il faut dire que Dr Francis a planté le décor avant la conférence nationale. Et vous l'avez appuyé, M. Amégan, c'était un chaos, c'était la déliquescence de l'État, c'était la banqueroute et tous les mots de cette catégorie-là. Et à la conférence nationale, il y a eu une renaissance, il y a eu une euphorie. Il y a eu des options intéressantes, comme le libéralisme politique, le libéralisme économique. Dans cette euphorie, nous nous sommes lancés, chacun a pu faire ce qu'il pouvait. Vous pensez qu'on est allé dans le pis-aller, enfin on s'est mué dans le pis-aller? Non, de toute façon, vous savez, c'est toujours compliqué d'apprécier la vie des nations. Parce que les nations vivent leur vie et vivent leur transition. Et il ne faut pas jeter le discrédit sur l'étape précédente. Non, jamais. Parce que les peuples vivent selon le moment et selon les conditions du moment. Nous l'avons vécu avec euphorie. Vous et moi, nous étions contents de ce que nous appelions démocratie. Mais la vérité, quelle est cette démocratie qui nous permettait, par exemple, de procéder à des prévarications, à des détournements des ressources de l'État à notre seul profit, sans jamais être poursuivis? Quelle est cette démocratie qui nous permettait, par exemple, de créer un parti familial, de se débrouiller pour avoir 6 000 voix, être élu député, empêcher le vote de certaines lois qui peuvent permettre d'avancer? Quelle est cette démocratie qui nous permettait de faire des grèves insensées? Vous les avez évoquées tout à l'heure. Nous faisons des grèves, nous voyons nos compatriotes mourir et nous disons que nous sommes en grève. Nous voyons nos enfants dans les rues pendant des mois et nous disons que nous sommes en grève. Nous voyons la situation de nos populations se détériorer et nous disons que nous sommes en grève et que nous sommes en démocratie. Quelle est cette démocratie qui nous tuait? Quelle est cette démocratie qui nous rendait, qui nous paupérisait et qui détruisait ce vivre ensemble que nous devions avoir? Il est temps aujourd'hui de s'interroger. Et tous les chefs d'État qui se sont succédés ont posé cette problématique. Après la conférence nationale, nous avons eu le président Nicéphore Oglo qui s'est dit, mais cette façon de démocratie à tout va, on ne peut pas amorcer un développement. La preuve, on l'a bloqué, et finalement, on l'a empêché d'aller de l'avant. Ensuite, le président Yahya Boni, évidemment, qui a évoqué cette question de dictature du développement. Et le président a sorti la fameuse expression démocratie Nescafé, chargée de désordre et d'anarchie. Mais il en avait ras-le-bol. Il en avait ras-le-bol de cette démocratie où le gouvernement était objet de chantage par les acteurs politiques en permanence. Et le président Yahya Boni, vous le connaissez, il est de bonne foi. Mais il en avait marre. C'est pour ça qu'il a sorti cette phrase-là. Il dit qu'il fallait qu'on passe à la dictature du développement parce qu'il ne pouvait pas bouger. Le diagnostic a été fait et je rappelle le discours d'investiture du dernier mandat du président Yahya Boni. Il a dressé les failles de cette démocratie et il était urgent que nous passions aux réformes. Alors, la faute du président Patrice Talon, si c'est une faute, c'est d'avoir cru aux Béninois et d'avoir dit « passons aux réformes ». Tout le diagnostic que nous-mêmes avons fait, passons maintenant à la médication, passons au traitement. C'est dans ce processus aujourd'hui que, évidemment, les gens ont été bousculés dans leur précaré, dans leur confort. Les gens ont été bousculés parce qu'aujourd'hui, c'est clair aujourd'hui que, excusez-moi, lorsque vous vous rendez coupable
de détournement ou de prévarication, C'est délicieux, tout simplement. on ne vous protège plus. D'accord. Alors, les acteurs politiques, pendant notre démocratie que nous adorions à l'époque, les acteurs politiques étaient presque intouchables. Quand ils commettaient des actes délictueux, on les protégeait, on ne les traînait jamais devant nos juridictions. Aujourd'hui, les acteurs politiques sont au même pied d'égalité que le citoyen ordinaire, que vous et moi. Ça, c'est une avancée. Est-ce que dans ça, on va parler encore d'assises nationales? J'ai bien envie de vous dire, monsieur Amégan, ce rythme que le président Talon nous a imprimé, expérimentons-le encore pendant 35 ans et on verra s'il faut faire des assises nationales. Très bien. Alors, messieurs, on va évoluer dans la réflexion. Docteur Francis Eloge Attali, on se rend compte que de plus en plus, d'accord, des réflexions qui hier étaient on va dire, jugés comme des crimes de lèse-majesté ou du moins d'antidémocratique sont portés royalement au goût du jour, notamment par exemple la question de l'alternance. Est-ce que démocratie forcément équivaut à limitation de mandat? Et c'est d'ailleurs ça qui a conduit pas mal d'acteurs politiques aujourd'hui au devant de la scène, au regard de ce qu'ils estiment être le bilan éligible du président Talon, de le voir, en tout cas ils nourrissent le rêve de le voir continuer à la tête de l'État. Évidemment, aux oreilles d'une certaine opinion, cela ne passe pas du tout, mais ça a quand même le mérite de poser le problème de la question de la limitation des mandats comme choix démocratique. Je crois qu'en fait, il y a une grosse question que nous devons nous poser. Est-ce que la longévité au pouvoir est un gage de bonne gouvernance? Ça, c'est une bonne question qu'il faut se poser. Quand on pose les bonnes questions, on peut avoir les bonnes réponses. Vous savez évidemment que la question, en fait, depuis un moment, me taraude l'esprit. Et je me dis, ça veut dire que notre démocratie, que nous sommes en train de mettre en chantier, a un problème. Et j'ai pensé à KKS, en fait. Kona Kouadio, c'est un acteur politique ivoirien, il est de la société civile, il a été 2 fois aux élections présidentielles, il a écrit un ouvrage, Modèle démocratique pour une Afrique souveraine et prospère. C'est un ouvrage afrocentrisé, donc c'est afrocentrique. Ça veut dire que le modèle que nous devons mettre en place doit tenir compte des réalités africaines, culturelles et contextuelles. Ça veut dire que c'est l'échec, en fait, de modèle occidental que nous sommes en train d'expérimenter. Et avant lui, Obasanjo a fait des observations sur la démocratie qui est en chantier en Afrique et a constaté l'échec et a appelé à tenir compte des réalités africaines dans le modèle que nous avons. C'est ce qui fait évidemment que depuis un moment, les gens s'interrogent sur la question de l'alternance au pouvoir. Le Bénin a réussi plusieurs alternances, mais la dynamique qui est en cours aujourd'hui a séduit beaucoup de personnes qui estiment qu'il ne faut pas arrêter la dynamique. Mais il y a des verrous constitutionnels qui empêchent en fait, sauf si on arrivait par c'est pas alchimie à sauter ces verrous. Mais la question que nous devons nous poser est que, est-ce qu'au Bénin, nous avions besoin du développement et quels sont les mécanismes que nous mettons en place pour aller au développement? Est-ce que l'alternance politique, telle que nous l'avions pratiquée depuis 1991, parce que nous avions eu en 1991, en 1996, en 2006, puisque quelque fait 10 ans, en 2006, puis on a eu en 2016. Alors, est-ce que l'alternance telle que nous l'avions réussi, c'est un modèle d'alternance réussi, mais qui a aussi ses limites, puisque les limites, c'est le taux de participation électorale. Vous avez vu qu'en 1991, on était à 50% de participation électorale. En 2011, on a atteint le pic avec 88%, mais en 2021, on est passé à 27%, une chute drastique, qui peut-être interrogé, prouve qu'il y a un désenchantement croissant des acteurs face à un certain nombre de pratiques. Alors, dans ces conditions, si nous voulons aller au développement, il faut que nous puissions ensemble déterminer les voies et moyens qui pourraient nous amener au développement. Le développement à tous les prix? Le développement, je crois qu'il y a un sacrifice à faire. À tous les prix? Non, mais écoute, le prix, c'est quoi? Si vous évoquez la question de l'alternance politique, cette question pourrait être débattue dans certaines tribunes. Hein, ce n'est pas sur un plateau de télévision. Bon, maintenant, la question de l'alternance revient en dépit des verrous. Pourquoi cette question de l'alternance faire surface aujourd'hui ou refaire surface? Parce qu'on a l'impression qu'à chaque fin de mandat, c'est toujours le même cirque.
Non, ce n'est pas la même chose. Cette fois-ci, je crois que je ne suis pas en train de faire l'apologie, en fait, de cette affaire. Je suis en train de constater que depuis 1991, le Bénin a connu, en fait, des réformes courageuses, significatives à partir de 2016, qui ont produit des résultats dans un temps record. C'est-à-dire, c'est la vitesse des réalisations du président Talon qui impressionne en fait certains acteurs, au point qu'ils appellent à la continuité. Mais cette continuité ne peut se faire que dans un cadre consensuel. Très bien. Ça ne pas se décréter. Messieurs, comment est-ce qu'on fait aujourd'hui? Article 42 nouveau a mis les verrous. En aucun cas, nul ne peut faire de sa vie plus de 2 mandats de président de la République. Et c'est le président Talon lui qui a mis cette initiative. Il y a aujourd'hui un débat juridique ou juridico-constitutionnel qui se mène sur la question d'une nouvelle République ou non. On va laisser... La loi 2019-40 du 7 novembre 2019 n'a pas dit que nous avions créé une nouvelle République. La loi a dit... La loi constitutionnelle n'a pas établi une nouvelle constitution. Ça veut dire que la loi 90-32 du 11 décembre 90 est toujours en vigueur. D'aucuns soutiennent que seule la Cour constitutionnelle est habilitée à trancher ce débat. Bref, on va revenir, messieurs, en 30 secondes chacun. Comment est-ce qu'on fait pour consolider ces acquis quand même qui restent des principes sacro-saints de la démocratie, notamment les libertés fondamentales, l'alternance au pouvoir, si vous voulez, des élections libres et transparentes. Comment est-ce qu'on fait pour consolider ces acquis? Ce que nous faisons pour consolider aujourd'hui, c'est que nous suivons le guide, le président Talon. Le président Talon est pour l'alternance et le président Talon n'est pas intéressé pour rester au pouvoir. Donc ce débat, pour moi, est un débat qui est vidé de tout son contenu. Ensuite, pour consolider les acquis de la conférence et de la démocratie, parce qu'il n'y a pas de démocratie sans paix, il n'y a pas de démocratie sans unité nationale et il n'y a pas de paix sans développement. Parce que si nous ne mettons pas en place des conditions minimales pour le vivre ensemble de tout le monde, nous ne pouvons pas prétendre avoir la paix. Nous allons commencer à nous entretuer. Et je pense qu'il faut suivre les pas du président Patrice Talon et nous allons consolider les acquis de la démocratie. Docteur Jacques Richard Kodjo, docteur en droit public, merci beaucoup d'être passé sur 5 sur 7 matin. C'était un honneur. Docteur Francis Attalier, merci beaucoup. C'était un plateau très doctoral. On espère avoir comblé les attentes. 5 sur 7 matin, encore un dernier rendez-vous, celui avec Marcel Arrossi, c'est la revue de presse. 5 sur 7 matin, bienvenue dans le débat matinal, bienvenue dans le forum de discussion. Après des années de turbulences politiques, le Bénin a enfin trouvé son chemin au détour de la conférence nationale des forces vives de février 90. Un marqueur historique, point de départ de la démocratie au Bénin. 35 ans après ces assises qui ont guidé le pays sur le chemin du renouveau, quel est l'état de cet héritage acquis de haute lutte intellectuelle, illuminé par un moment de sagesse et de sacrifice? Analyse de mes francs-parleurs à suivre. Et puis, saura-t-on enfin ce qui s'est passé avec ce père de famille sorti comme tous les autres jours, aller travailler mais qui n'est plus jamais rentré chez lui à la maison? Le 17 août 2010, Pierre Urbain d'Anivaux, cadre du ministère des Finances, est mystérieusement porté disparu. Presque 15 ans après ce drame qui a fait grand bruit dans l'opinion, des zones d'ombre subsistent encore. Le dossier est inscrit à la session criminelle du tribunal de Cotonou. La dite session s'ouvre en mars prochain. Pourra-t-on enfin faire la lumière sur cette affaire? Vous suivrez donc les spéculations intellectuelles de mes invités. Mes invités, ils en ont docteur Francis Eloche Attalier, analyste politique, expert en gouvernance. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eman. Comment allez-vous? Je vais très bien. C'est un plaisir de vous recevoir sur 5 sur 7 matin. Bien, le plaisir partagé, c'est toujours avec bonheur que je viens avec vous. Et en face de vous ce matin, docteur Jacques Richard Kodjo, il est docteur justement en droit public. Bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur Amégan. Comment allez-vous? Très bien, merci. C'est un plaisir de vous recevoir également sur la matinale de la télévision nationale. Plaisir Largement partagé. Et justement, on commence par le second sujet, plutôt donc en débat. Il s'agit de l'affaire d'Anivaux qui refait surface 15 ans après. Presque tout le monde avait déjà oublié cette affaire, ou du moins étant latent. On ne s'imaginait pas que cela allait refaire surface un jour. C'est votre cas aussi? Alors, merci, je vous remercie pour l'invitation, mais je pense que pour ceux qui connaissent un peu le milieu judiciaire de notre pays, on savait que cette affaire allait refaire surface. Maintenant, dans quel sens, on ne savait pas exactement, puisque les juges instructeurs n'avaient pas lâché ce dossier. C'était un dossier qui était toujours dans les rôles.
et il fallait trouver la meilleure façon de prendre ce dossier. Et donc après plusieurs années de réflexion, le dossier a été renvoyé devant la session criminelle du tribunal de Cotonou pour être, je l'espère, vidé une fois pour toutes. Parce que on n'avait pas encore obtenu de décision dans ce dossier, malgré tout le battage que nous avons eu à la Criette, à Porto Novo, à une certaine époque. Mais on ne pouvait pas laisser ce dossier mourir de cette façon. Je voudrais préciser que aujourd'hui, nous avons par exemple un Conseil supérieur de la magistrature qui est très à cheval sur la qualité du service public de justice. Nous avons un garde des Sceaux, Maître Yvon Dechenou, qui travaille avec acharnement pour que nous puissions avoir un service public de justice, un service public de qualité de justice. Alors, ça passe par le traitement de tous les dossiers, ça passe par le fait de bien s'occuper des dossiers, ça passe par également la célérité avec laquelle on traite les dossiers. Tout ça mis bout à bout, on savait très bien que ce dossier allait refaire surface. Justement, on va faire le point. Monsieur Danivo, que vous voyez là, justement, à l'écran, on va le voir, donc, est porté disparu le 17 août 2010. Il est sorti de chez lui, il n'est plus jamais rentré. Plusieurs hypothèses donc ont été annoncées, donc ont été établies pour sa disparition. On parle d'un meurtre, d'autres parlent de disparition. Jusqu'à présent, on n'a pas encore réussi à établir évidemment les faits, ce qui s'est effectivement passé en ce temps-là, en ce jour-là. Il y a eu entre-temps un suspect qui avait été arrêté, Kossi Kodjo Alofa, qui séjourne d'ailleurs toujours à la prison ou en prison. Il s'était déclaré comme étant celui qui aurait donc abattu Pierre Urbain Danivo. On avait entre-temps exhumé son corps, ou du moins on avait exhumé un corps donc au domicile de M. Alofa. Jusqu'à présent, la famille Urbain Danivo n'a pas pu authentifier le corps qui avait été exhumé. On avait demandé une autopsie. Finalement, le dossier s'est noyé, presque, j'ai envie de dire, Francis Eloge Attali, c'est heureux déjà de savoir qu'on va peut-être enfin faire la lumière sur cette affaire pour que, ne serait-ce que la famille de M. Danivo puisse comprendre et démêler le chevaux. Oui, mais il n'y a pas que la famille, il y a aussi les citoyens béninois qui attendent que la lumière soit faite sur ce dossier. La famille principalement quand même. Maintenant, la famille, c'est un rêve fortement nourri. Qu'un jour, on puisse dire comment est-ce que leur fils, Urbain Pierre Danivo, a disparu. Où est-il mort réellement? Est-ce que c'est un assassinat? Qui sont ceux qui ont perpétré ce crime? Comment ont-ils pu l'habiller pour qu'enfin l'âme de Danivo puisse reposer en paix? De toute façon, vous aviez cité Kodjo Kossi Alofa, qui serait un ami de Danivo. En fait, le mardi 17 août 2010, au moment où il a fini de travailler, selon la version officielle, qui devait rentrer sur Calavi, il est porté disparu. Il y a eu plusieurs thèses, en fait des versions officielles, parce qu'il paraît que courant février 2010, Danivo, puisque vous savez, il est un cadre du ministère des Finances, il est originaire de Sé, en fait de l'arrondissement de Sé, dans la commune de Huogwe, il est membre du Parti social-démocrate, c'est-à-dire PSD, qui était un parti d'opposition à la gouvernance de Boni Yayi. Parce qu'il faut rappeler ce contexte. Le contexte de 2010 était un contexte de crise où il y a eu plusieurs affaires qui ont éclaté. L'affaire ICC, n'oubliez pas ça, où la pression était mise sur Boni Yayi. Puis l'affaire Danivo. Et il paraît que, en fait, si je mets ça au conditionnel, il aurait contribué à donner des informations dans le but de fournir, de révéler les scandales et les infractions financières qui émanaient. Ça, ce sont des thèses ou des hypothèses qui avaient été énoncées, mais qui jusque-là n'ont pas encore été authentifiées. La preuve en est que, le 17 août, quand il est porté disparu, il y a une pression qui a été mise sur le gouvernement, puis ils ont soupçonné en fait un enlèvement politique.
Bon, il y a eu des manifestations, marches, grèves, sit-ins et autres pressions sur le gouvernement. La gouvernance Boni Yahi a bien à contribution des forces de l'ordre. En fait, pour rappeler le contexte, c'est des faits évoqués. Aujourd'hui, on parle des forces de défense et de sécurité et d'autres unités, puis des renseignements, pour faire de la lumière sur la question. Je crois que dans les recherches, les enquêteurs ont fini sur la version officielle, qui sera contredite. Il paraît qu'on a retrouvé son livret de bord de son véhicule Audi 80 et son portable dans un hôtel qui serait ici à Malo Militaire. Et en exploitant les données extraites de son portable et en interrogeant les appels téléphoniques, les tout derniers, on a constaté qu'il aurait appelé un certain Alofa. Puis c'est comme ça qu'on a tracé la piste. Et 40 jours après, soit le 27 septembre 2010, Alofa, en présence de certaines personnalités, a présenté là où le corps serait, le présupposé corps de Daïvo serait. Les parents n'ont pas reconnu ce corps. Le ministre Akofo-Adjei, qui était garde des Sceaux à l'époque, a salué le travail fourni par les unités, par le procureur, et a dit que nous étions sur la très bonne piste. Curieusement, je crois qu'à la fin, quand il a été interné à Missélété, à la veille de son procès, le 4 février 2010, a disparu. Évasion. Il n'a été rattrapé que grâce à la diligence de la gendarmerie de Togo. Ils ont fini par l'extrader et il est venu. À sa première comparution en 2016, Alofa a dit que la prétendue évasion était une assistance. Les gens l'ont aidé à disparaître pour qu'il ne comparaisse jamais. Ça veut dire que les gens avaient intérêt à ce que le dossier Daïvo ne soit pas élucidé. Mieux que ça, je crois en 2016, la Cour a fini par dire qu'il faut emprunter la piste de profil ADN pour pouvoir faire la lumière sur. Mais le procès a dormi et a repris en 2018. Le ministre Kenyom Sévérin, ayant suivi un peu le dossier, ayant constaté que les déclarations faites, les dépositions de Alofa étaient épinglées plus ou moins, impliquaient plus ou moins certaines hautes autorités, a saisi par correspondance le parquet général au fin de recueillir un supplément d'informations. Si aujourd'hui, on en vient à dire que le dossier est inscrit à la section criminelle, ça veut dire qu'il y a de nouveaux éléments à charge. Ça veut dire qu'il y a de nouvelles preuves qui doivent aider à mieux éclairer la Cour qui a à charge de connaître ce dossier. 3, ça veut dire que ce procès, cette fois-ci, ira jusqu'au bout. Très bien. C'est bien de faire ce rappel historique pour situer déjà le contexte pour effectivement que tout le monde puisse être au même niveau d'information. Docteur Jacques et Richard Cordjo, en l'espèce, quelle est généralement la procédure quand le dossier est inscrit au rôle, donc pour la session criminelle qui va s'ouvrir en mars prochain là? Est-ce que cela veut dire que forcément il y aura procès? Oui, je voudrais saluer le travail historique de mon vis-à-vis, docteur, merci, parce que vous m'avez permis de me replonger un peu dans les faits, parce que par principe, pour un dossier pendant devant les juridictions, le rôle dans lequel je suis aujourd'hui m'empêche de fouiller. Mais vous avez fouillé, je trouve que c'est très intéressant, parce que tout ce que vous avez dit va être retracé par le procureur. Alors normalement, lorsque le dossier est au rôle de la session criminelle, normalement c'est un dossier qui est prêt à être jugé en réalité. C'est-à-dire qu'on a fini toutes les procédures d'instruction, on a fini les travaux d'instruction et tout, et le dossier est en état d'être jugé. Donc, nous aurons droit à un procès, nous aurons droit à une constitution, des juges qui vont siéger, nous aurons droit à des débats, à des échanges, nous aurons droit surtout à des révélations. Nous aurons droit surtout à des révélations et donc ça nous permettra de nous faire une idée parce que, dois-je le rappeler sur ce plateau, un dossier judiciaire est instruit à charge
et à décharge. Donc, dans les deux sens, nous aurons des éléments du dossier pour apprécier et certainement la composition qui connaîtra du dossier et pourra rendre une décision. Je voudrais juste rappeler que dans cette affaire, on a eu droit à une autopsie, il fallait faire des preuves ADN et les enseignants, c'est des enseignants béninois qui ont fait le travail premièrement. Je voudrais saluer, si vous permettez, le professeur Laleye qui a dirigé ce travail d'ADN et tout, et qui a rendu son résultat. Et nous avons demandé une expertise allemande après une expertise française aussi. Alors, je pense... On se souvient que le président Bouniaï, en son temps, avait demandé à l'ambassade de France de commettre donc des experts français à sa disposition. Très bien. Et donc, on aura les résultats de toutes ces expertises et on en saura davantage sur ce dossier. Et donc, restons sereins. Et ça montre le niveau d'indépendance de la justice de notre pays. Moi, je pense que c'est très bien. Et c'est à saluer parce que tout le monde a eu tendance, et vous-même, monsieur Amégan, tout à l'heure, vous avez sorti l'expression, c'est comme si le dossier avait été noyé. Les gens ont l'impression que certains dossiers pourraient déranger et sont noyés, mais je peux vous assurer qu'aujourd'hui, nous avons une justice qui est complètement indépendante et qui fait son travail au mieux. Et les juges, les magistrats et tous les autres acteurs judiciaires se mettent en quatre pour que triomphe la vérité. Je pense que dans ce cas, notre aîné, Urbain Dainvo, on pourra faire son deuil proprement à cette occasion. D'accord, très bien. Alors, Francis Elouge-Attali, c'est un procès, forcément, qu'on va suivre de très près parce qu'on s'imagine qu'il y aura des révélations. J'aurais bien aimé que ce procès soit médiatisé. Parce que vous savez qu'à sa première comparution, Alpha a dit que c'est les déclarations qu'il a faites. Puisqu'au début, on a dit qu'il a reçu 1 million de francs et plus de parcelles pour commettre le crime. Mais quand il a comparu pour la première fois, en janvier 2016, il disait que c'est sous pression qu'on lui a dit de dire tout ça et c'est contre l'émulation de 25 millions. Bon, et puis en plus, ce qui a salué, c'est que la Cour constitutionnelle a été saisie du dossier. Et a constaté évidemment que les mises en cause ont droit à un procès dans un délai raisonnable. Puis depuis 2016, en 2020, ça fait 4 ans, ils sont toujours en détention. Cette détention est contraire. Détention préventive indéfinie. C'est contraire à la Constitution béninoise. Je crois que l'ouverture de ce procès permettra de crédibiliser la justice. Et il faut évidemment qu'on fasse la lumière sur ce dossier parce que ça préoccupe tous les citoyens. Vous savez que les responsables syndicaux, la société civile et les acteurs politiques, la famille de Daïvo, l'âme même de Daïvo crie à la justice. Et aujourd'hui, pour le moment, on n'en sait rien, docteur Attali. On ne sait pas s'il est décédé ou pas. Son décès n'a pas été clairement établi. C'est vrai. Donc on saurait dire, on parle toujours de disparition. On ne parle pas de décès, on parle de disparition de Pierre Urbain Dainvo. Oui, en fait, sur la sémantique, je ne vais pas polémiquer, mais bientôt la lumière sera faite sur le dossier. Et je souhaite que les juges soient suffisamment... Il faut qu'on renforce leur sécurité. Parce que c'est un dossier d'extrême sensibilité. Parce que c'est un dossier d'État. Parce que si le ministre Séverin Kenom a saisi par correspondance le parquet général au fin de poursuivre pour des suppléments d'informations, parce que des déclarations constantes qui ont été faites par l'OFA impliquent des autorités, des hautes personnalités, ça veut dire que c'est un dossier extrêmement sensible. Très bien. Surtout que nous sommes en période préélectorale. Justement, la période aussi... la période de la commission de l'acte, c'est aussi une période préélectorale parce que nous sommes dans le contexte de la fin du premier quinquennat 2010 et où Yaïboni préparait son second quinquennat. Très bien. Alors, docteur Richard Kodjo, évidemment, vous savez que ce dossier a porté vraiment préjudice aux Béninois parce que les syndicalistes, en son temps, ont prétesté de cette disparition pour, évidemment, réclamer à bon droit donc la lumière sur cette affaire. Il y a eu des grèves perlées qui ont handicapé le système éducatif, qui ont handicapé le fonctionnement de l'administration. Donc, normalement, ne serait-ce que pour cette torture, je vais dire, infligée aux Béninois,
Béninois qui ont subi tous ces on va dire quoi, ces mouvements de débrayage. On leur doit quand même des explications pour qu'enfin on comprenne ce qui s'est passé. Je suis dans une perspective positive avec vous, Monsieur Amega. Je suis positif avec vous. Mais par expérience, un dossier judiciaire, je peux vous rassurer que même le juge ne sait pas quelle issue peut avoir un dossier judiciaire. Même le juge qui est en charge du dossier, il ne peut pas savoir à l'avance. Et j'espère que cette fois-ci, l'essai sera transformé et nous pourrions tous être apaisés. C'est vraiment ce que je souhaite de tout mon cœur et j'espère que les astres seront avec nous pour que cela puisse se réaliser. On va scruter tout ceci de très près, mais en attendant, on va suivre ce qu'en pensent les internautes, puisque nous les avons conviés au débat via nos plateformes digitales, nos canaux de diffusion numérique. La question du jour, l'affaire d'Anhivo, du nom donc de ce cadre de ministère des Finances porté disparu le 17 août 2010, refait surface presque 15 ans après. Le dossier sera rouvert en mars au tribunal de Cotonou. Quelles sont vos attentes vis-à-vis de ce procès? Eh bien, nous allons écouter nos internautes qui forcément ont des attentes. Maurice Tantan leur donne parole, leur accorde la parole dans 5 sur 7 matin. Maurice, bonjour. Bonjour Eman, bonjour à tous et bonjour à toute. La question du jour de ce lundi matin, vous venez de la rappeler et il faut dire que cette interrogation a suscité de nombreux commentaires sur la toile. Évidemment, c'est une affaire que les Béninois connaissent et qui a fait grand bruit et donc les attentes sont évidentes, vous pouvez l'imaginer. La principale, c'est que justice soit faite, que le droit soit dit et que les Béninois sachent ce qui s'est réellement passé il y a environ 15 ans et accessoirement il y en a qui ont quand même soulevé certaines inquiétudes. Ils espèrent que la revêtue de ce dossier-là ne soit pas une occasion de règlement de comptes politiques. Donc ce sont là quelques inquiétudes que les internautes ont partagées avec nous. On va lire leurs commentaires rapidement. Emma, si vous permettez. Ézéchiel Rounsou nous écrit: moi personnellement je n'attends absolument rien de la revêtue de ce procès car c'est pour certainement distraire le peuple béninois. Ça n'aboutirait à rien tant que les vrais coupables, estime cet internaute, seraient sous couvert de la mouvance présidentielle. Pardon, c'est une affaire d'État, conclut Ézéchiel Rounsou. Bokor Roland Caliste est plus positif, plus optimiste. Il dit c'est bien normal que ce dossier revienne car il était une promesse de campagne du candidat en 2016. Il s'agit d'une vie et la justice rendue donnait l'impression d'une certaine légèreté. Il s'agit pourtant d'une vie et d'un acteur qui gênait l'ancien régime selon Bokor Roland. Vivement que le procès soit irréprochable cette fois-ci et sans implication politique, souhaite cet internaute. Autre commentaire sur la question du jour, Carleb Natadia dit 15 ans sans aucune issue, la famille serait à nouveau plongée dans la tristesse. Vivement que cette fois-ci soit la bonne pour un dénouement de cette tragique affaire. Nous allons prier pour de nouvelles preuves qui vont certainement situer les responsabilités et éclairer l'opinion publique sur cette histoire. Herman Akaba nous dit: seul le mort sait ce qui lui est arrivé. Un peu dépité, cet internaute Lucien Loco nous dit: si vraiment la justice peut être rendue afin que le frère Alofa, incarcéré depuis plus d'une dizaine d'années, soit aussi libéré. C'est donc le souhait de Lucien. On va prendre 2 derniers commentaires. Koumassa Maurice nous écrit: le retour de l'affaire dite d'Anhivo devant la justice est une évidence puisqu'un certain Alofa serait détenu depuis plusieurs années et sa liberté dépendrait d'une décision de justice. Dans ce contexte, les attentes sont entre autres que le droit soit dit et les responsabilités soient situées et que cette affaire ne soit pas une occasion de règlement de compte
politique de Ins contre Y. Parfer Zinvoedo, pour terminer, nous a laissé le commentaire que voici. Pour ma part, écrit-il, j'attends 3 issues essentielles de ce procès. Premièrement, faire toute la lumière sur les événements et comprendre exactement ce qu'il s'est passé. Deuxièmement, obtenir une réponse claire et définitive sur la situation de monsieur Pierre Urbain Dagnivor. Est-il encore en vie ou non, s'interroge cet internaute. Et enfin, que justice soit rendue en identifiant et en poursuivant les véritables coupables. Voilà, mon cher Herman Amegan, chers amis, ce que vous avez dit de la question du jour de ce lundi. Merci beaucoup, Maurice Tonton, pour ces avis relayés. Vous passez une excellente journée du lundi et à demain, ce matin. Maurice.